Bonjour tout le monde. Merci d'être là pour notre webinaire aujourd'hui. Mon nom, c'est Vincent Baudry. Je suis membre du comité de développement professionnel continu de la MPQ. J'ai le bonheur de vous présenter aujourd'hui Dr. Francisca Chalifou. Dr. Chalifou est gérontopsychiatre à l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke. Elle est également professeure à l'Université de Sherbrooke. Un petit rappel du fonctionnement, je vous invite à inscrire vos questions dans le chat, puis Dr. Chalifou pourra y répondre là, à la fin de la présentation. C'est avec un grand enthousiasme que je vous la laisse présenter le webinaire d'aujourd'hui qui s'intitule Les troubles du mouvement en psychiatrie pour les nuls. Bonne présentation. Merci beaucoup, Vincent. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Quoique, en ce moment, j'ai le cœur qui débat vite, ce qui me donne envie de vomir. Bon appétit, tout le monde. Mais ça va passer. C'est les premières minutes habituellement. Moi, ces temps-ci, je travaille sur un projet pour réaliser des capsules d'enseignement sur les troubles du mouvement pour les résidents de psychiatrie en animation 3D. Donc aujourd'hui, dans mes capsules, vous allez voir beaucoup d'images tirées de ces fameuses capsules en création. On espère que le PowerPoint tienne. En tout cas, à date, ça va bien. Puis je travaille avec deux neurologues au CHUM, Dr. Nicolas Jaudoin et Dr. Pierre Blanchet, qui s'assurent de la crédibilité des mouvements puis qui revisent le contenu. Juste pour vous dire, le résultat est quand même ludique, mais il y a beaucoup de rigueur derrière ma folie. Les objectifs qu'on s'est donnés aujourd'hui, c'est de reconnaître et distinguer les troubles du mouvement fréquemment rencontrés en psychiatrie, développer des stratégies pour évaluer les troubles du mouvement de façon pratique et adaptée au contexte de la clinique en psychiatrie, discuter de la prise en charge des patients aux prises avec ces troubles moteurs. C'est pas possible de couvrir tous les troubles du mouvement en 45 minutes, donc j'ai fait le choix audacieux de ne pas parler des grands classiques en psychiatrie. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler de catatonie ni de syndrome neuroleptique malin, parce que je voulais qu'on approfondisse des sujets dont on parle moins, mais qu'on croise pratiquement tous les jours, comme les tremblements ou le syndrome parkinsonien. Puis c'est aussi des thèmes sur lesquels j'ai le plus de questions de résidents, puis sur lesquels je me pose plus souvent des questions. Fait que je me c'est peut-être là où j'ai le plus de choses à vous apprendre. En tout cas, c'est le pari que j'ai fait. Puis on va aussi parler, mais plus rapidement, de dyskinésie tardive, dystonie et acathysie. On commence ça, frednetic avec les tremblements, qui sont des mouvements oscillatoires rythmiques involontaires d'une partie mobile du corps autour de sa position d'équilibre. Ils résultent de contractions alternantes entre les muscles agonistes et antagonistes. Donc, c'est très régulier, rythmé. On les distingue des myoclonies, qui sont des secousses musculaires brèves. Les myoclonies, c'est absolument irrégulier, mais ça peut se présenter de façon rythmée, où là, ça devient plus difficile à distinguer d'un tremblement. Le truc, c'est d'essayer de les provoquer par des stimuli, par exemple une sensation de piqûre ou de froid. Puis souvent, vous allez avoir une hyperréflexie aussi avec les myoclonies. En psychiatrie, on voit le plus souvent les myoclonies avec le lithium, la clozapine dans le syndrome sérotoninergique, mais vous pourriez aussi les voir à l'introduction ou au sevrage de benzodiazépines ou d'anticonvulsivants. Je sais que ça ne plaît pas à l'esprit, mais il y a vraiment des cas très clairs rapportés de ça. On peut les voir avec les autres antipsychotiques aussi typiques ou atypiques, avec tous les antidépresseurs, surtout les tricycliques, puis en particulier s'ils sont utilisés en combinaison. Je vous ai mis une petite vignette clinique, là, un exemple courant de myoclonie. Donc, à gauche, en jaune, vous avez Estelle. Elle a un tremblement essentiel. Donc, ça, c'est un tremblement postural très régulier. Puis à droite, vous avez Lionel qui a un tremblement secondaire au lithium. Donc, il y a un tremblement postural, mais avec des myoclonies surrajoutées, ce qui donne un aspect un peu plus irrégulier. Je vais juste en profiter pour prendre une gorgée d'eau. Les tremblements se distinguent également de l'astérixis, qu'on va appeler aussi myoclonie négative, parce que ça résulte d'une perte de tonus. Il s'agit d'une interruption brève de la contraction des muscles extenseurs. Pour mieux le voir, on peut demander au patient de poser son bras en position d'hyperextension. Les fois où j'en ai vu en psychiatrie, c'était une intoxication à l'acide valproïque, mais vous pourriez en voir avec tous les anticonvulsivants, lithium, clozapine,
benzodiazépine et barbiturique. Habituellement, c'est bilatéral. Ce n'est pas nécessairement associé à une encéphalopathie hépatique ni à des anomalies électrolytiques, puis ça peut survenir à des doses thérapeutiques. Donc, on revient aux tremblements. Les tremblements se classent en 3 catégories. Tremblement de repos qui se manifeste au repos, tremblement postural qui se manifeste au maintien d'une posture, tremblement d'intention qui se manifeste à l'approche d'une cible visuellement guidée. Le tremblement de repos fait partie de la triade du syndrome parkinsonien avec la rigidité et l'akinésie ou bradykinésie, qui est une lenteur ou difficulté à initier les mouvements. Se traduit habituellement par un mouvement de pronation-supination, fait qu'il y a presque toujours une composante rotatoire dans le mouvement. Mouvement d'émiettement, c'est aussi très typique, puis ils sont fréquemment observables lors de la marche. Classiquement, c'est des tremblements qui vont être majorés par le stress et l'activation mentale, d'où l'intérêt de les examiner pendant que vous faites votre examen cognitif. Habituellement, le tremblement de repos va s'atténuer ou s'interrompre lors d'un mouvement volontaire, mais vous pouvez avoir une composante posturale qui est habituellement un peu plus rapide, puis l'amplitude peut beaucoup varier d'un sujet à l'autre. Puis vous pourriez aussi avoir un délai de quelques secondes avant la reprise du tremblement. Ça, c'est ce qu'on appelle le tremblement réémergent et c'est très spécifique. Donc, si vous avez ça, vous savez que vous êtes devant un syndrome parkinsonien. Si vous avez un beau tremblement de repos, qui est très régulier, c'est soit une maladie de Parkinson, soit nos pilules. Puis là, dans nos pilules, vous avez tous les antipsychotiques, sauf la clozapine, peut-être la quétiapine. Les neurologues ne s'entendent pas tous, mais en tout cas, il y a moins de propension. Lithium, anticonvulsivant, en particulier l'acide valproïque, puis aussi, mais de façon moindre, les antidépresseurs. Tout le reste, ce que vous voyez dans l'encadré blanc, ce sont des syndromes parkinsoniens dits atypiques. Donc, soit qu'il y a peu ou pas de tremblement, soit qu'il y a un tremblement irrégulier ou d'action. C'est le cas de la démence vasculaire, maladie à corps de Louis, paralysie supranucléaire progressive, dégénérescence corticobasale et atrophie multisystème. Je vous présente Paul, qui a un tremblement asymétrique prédominant du côté gauche qui se manifeste alors que son bras est au repos. C'est un mouvement de pronation-supination. Il y a donc un tremblement parkinsonien qui, dans son cas, est dû à la prise d'un neuroleptique, la risperidone. Je vous fais remarquer que son tremblement est asymétrique. Dans le fond, un tremblement qui est symétrique, ça vous oriente vers une étiologie médicamenteuse. Mais attention, parce que l'inverse n'est pas vrai. La majorité des tremblements parkinsoniens vont se présenter de façon asymétrique, peu importe l'étiologie, y compris médicamenteuse. Je vous abrège son histoire clinique, mais en gros, il y a une démence vasculaire, il a développé un délire de persécution et de jalousie qui a nécessité une hospitalisation puis l'introduction de risperidone. L'important à retenir, c'est qu'au congé, il n'y avait pas de symptômes extrapyramidaux, ça s'est installé sur les semaines suivantes. Ça peut être quasi instantané. J'ai déjà vu ça dès le lendemain. Je suis un patient très fragile. Ça peut aussi prendre des années, mais en moyenne, ça s'installe sur quelques semaines. Je dirais peut-être 2 à 6 semaines. Donc, c'est là la fenêtre où il faut le plus les examiner. Cliniquement, il y a un tremblement de repos, un ralentissement psychomoteur, donc une bradykinésie, puis par exemple de la difficulté à sortir de son véhicule, à se retourner dans son lit la nuit, mais aussi des difficultés de concentration, de dextérité fine, par exemple attacher des boutons, de la dysphagie, de l'instabilité posturale. Puis s'ils sont bons, ils vont vous dire qu'ils sont partir vers l'arrière dans l'escalier, de la micrographie, de l'hypophonie, où ils vont nous dire des fois, je la vois plus rauque. Comment est-ce qu'on fait la distinction avec une maladie de Parkinson? C'est à l'histoire avec la chronologie et la présence de symptômes non moteurs. Donc ici, vous avez Pierre qui a exactement les mêmes symptômes moteurs que Paul, mais on retrouve à l'histoire un prodrome qui peut être par exemple un trouble dépressif qui apparaît tardivement dans la vie, une perte d'odorat, des symptômes dysautonomiques comme de la constipation, des urgences mixionnelles, de l'hypotension orthostatique ou un trouble du comportement en sommeil paradoxal. Quand on a une constellation de ces symptômes-là, là, on se dit probablement qu'on a une maladie de Parkinson en dessous. Puis les plus payants à questionner, c'est ceux avec un astérix rouge, donc l'anosmie, qui est présente dans 70 à 90 des cas, contre 15 dans la
population générale, et le trouble du comportement en sommeil paradoxal. Dans le fond, 80 des patients qui ont ça vont développer plus tard, là, sur une dizaine d'années, soit une maladie de Parkinson, maladie à corps de Louis ou une atrophie multisystémique. À l'examen, ce qu'on remarque, c'est que Paul doit prendre appui pour se lever de sa chaise. Il y a du blocage ou une hésitation avant d'amorcer la marche. On a une posture voûtée, une décomposition du pivot ou virage en bloc, une tendance à la festination, longueur de pas diminuée et diminution du ballon des bras qui est plus marquée du côté gauche. En entrevue, on remarque une hypophonie, une diminution de l'expressivité faciale, diminution du clignement des yeux et un ralentissement et une pauvreté des mouvements spontanés. Pour bien examiner le tremblement de repos, vous pouvez demander au patient une tâche de concentration, par exemple les mois de l'année à l'envers. Puis c'est mieux si vous lui faites mettre les mains en position de supination. Ça favorise le relâchement musculaire, puis ça met en évidence le tremblement de repos. Vous pouvez aussi le faire écrire, voir s'il y a une micrographie. Puis là, il n'y en a pas, mais ici, vous pourriez avoir un tremblement. À la manœuvre des bras tendus, le tremblement peut disparaître ou vous pouvez avoir un tremblement postural ou vous pouvez aussi avoir un tremblement réémergent. Donc, le tremblement cesse complètement puis il reprend après quelques secondes. Puis ça, je rappelle, c'est typiquement parkinsonien. À la manœuvre de la pince, on observe très souvent ce qu'on va appeler un décrément. Ça, c'est quelque chose de nouveau que j'ai appris dans mon stage de neuro. C'est-à-dire que l'amplitude va diminuer au fil des mouvements. Donc, il faut insister auprès du patient pour qu'il ouvre grand. Ce que vous cherchez, dans le fond, c'est une lenteur ou une diminution de vitesse ou une faible amplitude ou une diminution de l'amplitude. C'est la même chose pour tous les autres mouvements alternés rapides. Puis on ne le voit pas sur cette vidéo-là, mais moi, j'aime beaucoup faire le mouvement main ouverte, main fermée. Ça permet de mieux voir le décrément là, quand ils ont de la misère à garder l'amplitude. Puis ça, ces mouvements-là sont anormaux, ça dit en passant, là, l'amplitude n'est pas assez grande. Je fais une longue parenthèse sur l'examen du tonus musculaire, parce que ça, j'ai beaucoup de questions des résidents là-dessus. Donc, on demande aux patients de garder le bras bien détendu. On mobilise passivement les membres au niveau des articulations. On rappelle aux étudiants de porter attention au mouvement volontaire parce qu'évidemment, si le patient fait le mouvement avec vous, vous allez avoir une fausse impression de souplesse. S'il force contre vous, vous allez avoir une fausse impression de rigidité. Vous pouvez mettre le pouce sur le tendon aussi, ça aide à percevoir les contractions musculaires et les renforcements de tension dans le tendon. Et pour mieux apprécier la rigidité, vous pouvez faire ce qu'on appelle la manœuvre de frottement. Donc, vous demandez au patient de faire des grands cercles, un peu comme s'il avait une voiture. Et là, le fun, c'est d'essayer d'arriver à examiner le patient aussitôt qu'il amorce son mouvement. Parce que là, si vous êtes chanceux, vous allez avoir une augmentation nette de la rigidité. Et ça vous permet clairement de dire que vous êtes devant une rigidité qui est parkinsonienne. Donc, en présence d'une rigidité qu'on dit extra-pyramidale, comme c'est le cas avec les neuroleptiques ou la maladie de Parkinson, on s'attend à une rigidité qu'on dit plastique, donc une sensation de résistance qui est uniforme et continue sous tout l'arc d'amplitude du mouvement, un peu comme si vous pliez du plastique. On va utiliser l'expression rigidité en tuyau de plomb pour parler d'une résistance plus importante, mais aussi constante tout au long du mouvement. Et avec la rigidité, vous pouvez avoir ou non une sensation surrajoutée de saccades successives régulières, la roue dentée. Et puis ça, la roue dentée, c'est surtout l'expression du tremblement plus que la rigidité en elle-même. Vous ferez attention à ça. J'ai remarqué qu'il y a des étudiants, des fois, qui cherchent une roue dentée, mais qui manquent la rigidité. Fait qu'il faut comme leur expliciter, non, vous cherchez une rigidité avec ou non une sensation surrajoutée de roue dentée. J'ai remarqué ça. Tant qu'à faire, on va aller au bout de la question. La spasticité, c'est quand on a des lésions qui affectent le faisceau pyramidal qui est impliqué dans la motricité volontaire. Par exemple, accident cérébrovasculaire, traumatisme crânien, compression médulaire, sclérose en plaques, ça peut donner ce type d'atteinte.
La spasticité, ça donne davantage une impression d'élasticité dans la résistance. Fait que la résistance va avoir tendance à être plus importante lorsque votre mouvement passif est rapide et moins lorsqu'il est lent. La résistance va être plus importante aux extrémités de l'arc du mouvement et le membre va tendre à revenir à sa position initiale lorsqu'on le relâche. Puis habituellement, on va avoir aussi avec ça une hyperréflexie. La paratonie, c'est habituellement associé aux troubles neurocognitifs majeurs qui affectent les fonctions frontales. C'est une résistance qui est plus active, qui paraît presque volontaire. Ce n'est pas, mais ça a l'air volontaire. Puis souvent, quand vous allez lâcher le membre, il va rester dans les airs. La résistance est plus inconsistante, fait que vous allez souvent avoir des augmentations ou des pertes soudaines de tonus qui augmentent ou qui diminuent l'aisance du mouvement, puis à un rythme plus irrégulier qu'une roue dentée. La résistance n'est pas augmentée par la manœuvre de frottement ou lavage de vitre, puis il y a souvent des inégalités entre les différentes articulations. Et enfin, l'examen de la rétropulsion, moi, je ne le fais pas tout le temps. Je le fais quand je cherche des signes de parkinsonisme subtils. Par exemple, si je pense à une démence à corps de Louis puis j'ai rien d'autre, c'est là que je vais aller le faire. Donc, le test est anormal si le patient doit faire plus de 2 pas vers l'arrière ou si carrément il tombe sur l'examinateur. On transite tranquillement vers la prise en charge. Pour tous les troubles du mouvement, moi, ce que je veux vraiment savoir, c'est est-ce que le patient est incommodé? Puis pour ça, il faut questionner l'impact fonctionnel et social. Puis est-ce qu'il va chuter à cause de mes pilules? Des fois, je chicane un peu, mais gentiment quand même, les externes qui me parlent juste de est-ce qu'il y a ou non une roue dentée. Tu sais, à la limite, je m'en fous un petit peu, dans le sens que je veux qu'on les voit marcher. Est-ce qu'ils sont autant capables qu'avant de faire leur transfert? C'est plus là-dessus que je vais baser, moi, mes changements de médication. Pour certains effets secondaires, il y a une tolérance qui s'installe, mais pas pour les syndromes parkinsoniens. Donc, attendre, ce n'est pas une option. Ensuite, on revoit l'indication. Si c'est possible d'arrêter la médication, on va le faire. Habituellement, les symptômes se résorbent complètement, à moins que vous avez une maladie de Parkinson sous-jacente qui a été démasquée par l'exposition neuroleptique. Et c'est long. La résolution complète peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On dit jusqu'à 15 mois. Dans le fond, les noyaux gris centraux sont comme imbibés du médicament, donc ça prend du temps. Ensuite, si la maladie le permet, on réduit la dose. Dans le fond, tous les troubles du mouvement induits par les médicaments sont dose dépendants, donc ça va améliorer vos symptômes. Dans certains livres, on dit aussi de fractionner les doses. Moi, je trouve que pour l'hypotension orthostatique, ça fonctionne, mais pour les symptômes extrapyramidaux, je n'ai pas vu de différence. Je ne l'essaye plus vraiment. Une substitution peut aussi être envisagée. Vous avez un tableau qui résume la fréquence des effets indésirables des antipsychotiques, mais j'ai mis l'ordre de ceux qu'on utilise souvent là, en couleur en bas. Donc, la quétiapine, si la maladie le permet. La clozapine, si le patient est un bon candidat, c'est toujours des bons choix. Ensuite, le lanzapine donne moins de symptômes extrapyramidaux que d'autres antipsychotiques plus typiques, mais ça reste quand même fréquent, surtout chez la personne âgée. Les ECT, je l'ai mis ici parce que ça aide aux symptômes extrapyramidaux, donc ça peut être une bonne option si le traitement est indiqué pour la condition psychiatrique sous-jacente. Il faut aussi se questionner à savoir si on peut réduire la polypharmacie. J'ai mis une référence ici, c'est une liste de médicaments qui peuvent causer un syndrome parkinsonien. Donc, on retient que les antipsychotiques typiques et atypiques donnent des symptômes extrapyramidaux, aussi les anticonvulsivants, comme l'acide valproïque. Il y en a d'autres, comme les antidépresseurs, qui ont un risque plus faible lorsqu'on les utilise seuls, mais qui contribuent aussi à exacerber les symptômes extrapyramidaux quand ils sont en combinaison. Puis sachez qu'il y a des médicaments qu'on ne soupçonne pas. Là. Moi, j'ai vu dans cette grille-là, par exemple, les bloqueurs des canaux calciques comme l'amlodipine ou Norvasc. Il y en a d'autres, là, mais je nomme celui-là qui m'avait marqué. Donc, ça peut valoir la peine de voir avec la médecin de famille si on peut substituer certains autres médicaments. Et il faut voir ça un peu, tu sais, souvent, par exemple, on va parler de la charge anticholinergique puis diminuer la charge anticholinergique de nos patients. C'est la même chose pour les récepteurs dopaminergiques. Donc, c'est ça, il y a des médicaments qu'on ne soupçonne pas qui peuvent avoir une incidence.
L'état dépressif et le déconditionnement aggravent les symptômes extrapyramidaux, donc la physiothérapie peut beaucoup aider vos patients. On pense aussi à impliquer une ergothérapeute pour adapter le milieu de vie et pallier aux difficultés de mobilité. Puis en dernier recours, vous pouvez songer à un médicament pour masquer les effets secondaires du premier. Les anticholinergiques chez la personne âgée, c'est pas vraiment une option. Je l'ai fait une fois, mais c'est avec une formulation de dépôt qui était mal tolérée. En tout cas, j'avais plus ou moins le choix, ça a été moyen. Ensuite, amantadine et levodopa. Moi, j'ai pas une bonne expérience avec ces molécules, mais il faut dire, moi, je suis gérontopsychiatre, fait que je travaille avec une clientèle qui est ultra fragile. Fait que j'ai vu beaucoup de patients qui, avec une mini dose de levodopa, ont fait soit des virages bipolaires ou sont devenus plus psychotiques. Mais docteur Blanchet, qui est neurologue au CHUM, là, qui travaille aussi à l'OUIH, je m'excuse, ça a changé de nom, mais en tout cas, il travaille avec une clientèle psychiatrique. Lui, il m'a dit que c'était pas son expérience. En fait, je vais vous citer carrément ce qu'il me dit. À des doses ajustées pour l'âge et la condition de santé mentale et globale, la lévodopa et la mantadine sont le plus souvent bien tolérés. Il revient au neurologue de proposer l'agent symptomatique pertinent en tenant compte de la présentation clinique. Ces médicaments ne devraient pas effrayer les médecins psychiatres. Mais en fait, il dit ça à cause de la mise en garde que j'avais mis. Donc, lui, de son expérience, c'est quand même des médicaments qui, à petite dose, peuvent quand même beaucoup aider les patients. Tremblement postural maintenant ou tremblement d'attitude apparaît aussitôt au maintien d'une posture. Au niveau de la tête, c'est des mouvements verticaux. Au niveau des mains et des doigts, des mouvements de flexion et extension. Dans cette catégorie, on retrouve le tremblement physiologique, le tremblement essentiel et le tremblement postural induit par la médication. Le tremblement physiologique, c'est un tremblement fin et rapide, habituellement presque imperceptible à l'œil nu, puis il devient plus marqué en présence de facteurs qui augmentent l'activité du système nerveux sympathique comme anxiété, hyperthyroïdie, hypoglycémie, sevrage d'alcool et plusieurs médicaments. Au contraire, l'alcool et les benzodiazépines vont diminuer ces tremblements. Pour les psychotropes, c'est simple, c'est tout sauf les benzos. Ça va mieux de le retenir comme ça. La liste des médicaments qui causent des tremblements posturaux, là, elle est très, très longue. Je vous présente Estelle, qui a un tremblement, elle, vertical de la tête, bilatéral des mains, qui se manifeste au maintien d'une posture et à l'action. Son tremblement est plus rapide que celui de Paul tout à l'heure et de type flexion-extension. Estelle a un tremblement essentiel qui, chez elle, a été exacerbé par un antidépresseur qui était la venlafaxine. Mais vous pourriez aussi avoir un tremblement postural complètement induit par les psychotropes. Pour les ISRS, c'est environ 20 de prévalence. Donc, c'est assez fréquent. C'est des tremblements qui affectent surtout les membres supérieurs, mais des tremblements isolés du menton, de la mâchoire ont aussi été rapportés. J'abrège elle aussi son histoire. Dans le fond, elle a un trouble anxieux généralisé, traité sous venlafaxine, puis elle a un tremblement familial comme son père qui s'est installé de façon très insidieuse sur une vingtaine d'années, qui a commencé au niveau des mains et qui a lentement progressé au niveau de la tête et de la voix. Le tremblement est devenu pire les mois suivant l'introduction de la venlafaxine. Elle est incommodée lorsqu'elle mange, lorsqu'elle boit, lorsqu'elle transporte des liquides et lorsqu'elle chante à la chorale. Sa voix est chevrotante, donc avec un effet de trémolo non désiré. À l'examen, on remarque un tremblement de la tête qui est très vertical, donc il n'y a pas d'angulation ou de posture dystonique du cou. Un tremblement d'action qui disparaît au repos, sa démarche est normale. Puis là, vous ne voyez pas le bout d'entrevue, là, mais elle a un bon niveau d'énergie et de mouvement spontané. Comme manœuvre complémentaire pour le tremblement d'action, vous pouvez examiner l'écriture qui montre habituellement un tremblement, mais pas de micrographie. Le tracé de la spirale, ça, c'est intéressant pour objectiver le tremblement. Vous pouvez comme le garder au dossier puis comparer d'une séance à l'autre si vous ajustez du lithium pour dire quelque chose. À la manœuvre des bras tendus, vous pouvez demander au patient de lentement tourner ses mains pour que ses pouces puis les paumes tendent vers le plafond. Pourquoi? Parce qu'il existe aussi le tremblement dystonique qu'on va voir plus loin, qui est positionnel, donc qui change avec la position, mais elle, c'est très égal. Vous avez aussi le doigt-nez qui met en évidence le tremblement d'action.
Puis là, ici, on remarque qu'il n'y a pas d'ataxie. Si vous avez un patient sous lithium, par exemple, puis qu'il y aurait une ataxie, bien, vous allez suspecter une intoxication. Puis si vous voulez vous amuser, vous pouvez aussi vous amuser à transvider de l'eau. Je ne l'ai jamais fait. C'était peut-être une excuse pour animer de l'eau. J'ai quand même du fun dans ces animations. Puis s'il y a un problème de la voix, vous pouvez l'examiner en demandant de maintenir une voyelle. Moi, j'ai du son, mais je ne suis pas sûre que vous allez pouvoir l'entendre. Enfin, je ne sais pas si vous avez pu entendre, mais ça donne un tremblement de la voix. Pour la prise en charge, avec les tremblements posturaux, on peut se permettre d'attendre. Puis les articles ne disaient pas combien de temps, là, mais moi, je me donnerais quelques semaines, voir quelle barre ça prend. Dans le fond, si la molécule vient juste d'être introduite ou augmentée, ça peut s'estomper. On vérifie si la molécule est toujours indiquée, évidemment. Si on peut, on l'arrête. On envisage la possibilité de le diminuer. Puis dans le cas du lithium, bon, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais il faut utiliser notre jugement clinique, hein. On sait, il y a des patients qui ont besoin de concentrations plus élevées, mais donc, il faut le doser, puis y aller au cas par cas. Pour les substitutions, dans les antidépresseurs, je vous ai mis un graphique qui est tiré des données de pharmacovigilance de l'OMS. Dans le fond, je n'ai pas trouvé de bonnes études randomisées, contrôlées, mais ça, c'est la fréquence de tremblement rapportée pour tous les antidépresseurs. Fait qu'il y en a qui semblent plus souvent en cause, comme bupropion, clomipramine, duloxétine, fluvoxamine, paroxétine, sertraline. C'est comme un exercice de diction. Puis d'autres sont moins rapportés comme citalopram, mirtazapine et nortriptyline. Fait qu'ils pourraient peut-être être des meilleurs choix là, si vous avez un tremblement d'action qui est bien incommodant. On essaie aussi de voir si on peut réduire la polypharmacie. La liste des médicaments, comme je vous disais tantôt, là, qui peuvent causer un tremblement postural, elle est très, très longue. Ça inclut aussi les pompes, moi, je suggère de prendre la liste du patient puis vérifier chacun. Puis dans le cas du lithium ou de molécules que vous ne pouvez pas diminuer, mais pensez que les traitements concomitants, par exemple avec les antidépresseurs, les antipsychotiques ou les anticonvulsivants, ils ont un effet synergique qui va augmenter votre tremblement. Donc, on peut essayer de voir si on peut diminuer d'autres médicaments, ça peut aider. Pour les patients qui vont devoir vivre avec, sachez qu'il existe des ustensiles lestés et d'autres équipements adaptés qui peuvent aider ces patients-là à fonctionner au quotidien. C'est souvent l'ergothérapeute là, qui peut nous conseiller là-dessus. Dans les ajouts, vous pouvez envisager l'ajout d'un bêta-bloqueur, avec prudence chez la personne âgée, évidemment. La primidone, ce serait très efficace, mais c'est un barbiturique, fait que ça a aussi plus d'effets secondaires. Puis dans le tremblement essentiel, on donne aussi des benzodiazépines. Je voulais vous glisser un mot spécifiquement sur les anticonvulsivants qui occasionnent des tremblements avec une fréquence rapportée allant jusqu'à 45 quand même, c'est beaucoup. Puis l'acide valproïque qu'on utilise beaucoup, c'est l'anticonvulsivant qui en cause le plus. Le plus souvent, c'est un tremblement postural des membres supérieurs chez près de la moitié des patients. Mais le tremblement sous acide valproïque a tendance à être plus étendu. Des fois, il va impliquer la tête, la langue, la voix, les membres inférieurs ou le tronc. Puis aussi, les caractéristiques du tremblement sont plus variables que dans le tremblement essentiel, donc peut être plus irrégulier, plus atypique. Vous pouvez aussi retrouver un syndrome parkinsonien ou un tremblement de repos qui peuvent être absolument indistinguables de la maladie de Parkinson. Moi, j'ai vu des patients avec une dose proche de la fenêtre inférieure, une concentration, c'est-à-dire proche de la fenêtre inférieure, puis qui avait des syndrome parkinsonien vraiment sévère, là. Je me disais: «C'est sûr qu'il y a une maladie de Parkinson en dessous», puis finalement non, là, comme en le sevrant, ça se tasse. Ça fait que ça peut être impressionnant des fois. Puis pour le syndrome parkinsonien, dans le fond, les patients qui prennent des doses plus élevées ou qui ont des concentrations plus élevées, puis ceux qui le reçoivent sur, plusieurs années, c'est les patients qui sont le plus à risque. Tremblement d'intention, maintenant, c'est des mouvements amples de basse fréquence qui s'exacerbent à l'approche d'une cible visuellement guidée. On va aussi les appeler tremblements ataxiques ou cérébelleux parce qu'ils sont la manifestation d'une atteinte cérébelleuse ou d'une atteinte qui implique les projections vers le cervelet. Des lésions thalamiques, entre autres, peuvent donner ce tableau-là. Habituellement, ça s'accompagne de d'autres signes cérébelleux comme la dysmétrie, une anomalie de la distance effectuée dans les mouvements.
dysrythmie, une perturbation du rythme qui affecte la fluidité du mouvement, hypotonie, puis la titubation, qui est une oscillation de faible fréquence de la tête et du tronc. En psychiatrie, vous pourriez avoir un tremblement d'intention avec l'intoxication au lithium et chez nos grands consommateurs d'alcool. En fait, l'alcool, ça peut améliorer le tremblement essentiel, mais ça peut aussi causer un tremblement postural. Vous pourriez aussi avoir un astérixis ou flapping là, associé à l'atteinte hépatique, puis un tremblement lent d'intention qui est associé, lui, à la dégénérescence cérébelleuse. Fait que l'alcool donne plusieurs sortes de tremblements et des tremblements mixtes en général. Je ne vous parle pas longuement du syndrome sérotoninergique, mais je voulais juste faire une parenthèse parce que ça, c'était comme un eureka là, dans mes lectures. Je voulais vous mentionner que ça a tendance à donner un tremblement qui prédomine aux membres inférieurs. C'est intéressant parce qu'il y a très peu de choses dans la vie qui donnent un tremblement du pied. Évidemment, vous allez avoir d'autres signes évocateurs: hypertension, tachycardie, mydriase, diaphorèse, frisson, hyperthermie, et des tremblements myoclonie, hyperréflexie et clonus qui ont tendance à être plus proéminents aux membres inférieurs. Donc, si jamais vous voyez un tremblement du pied, mettez ça dans votre différentiel, le syndrome sérotoninergique. L'acathisie maintenant, je vais juste prendre une autre gorgée. C'est un mot dérivé du grec qui essentiellement signifie incapacité de s'asseoir. C'est extrêmement inconfortable, souvent difficile à décrire pour le patient. Il y a évidemment la composante subjective, donc sentiment de tension, incapacité à tolérer d'être immobile, sentiment d'urgence de bouger. Composante objective ou motrice, agitation, hyperactivité, mouvement et tapotement des pieds, balancement du corps, incapacité à rester assis ou de s'allonger, donc de l'impatience musculaire, on dit que ça, c'est dans les cas plus sévères, des changements continuels de position, pacing ou faire les 100 pas. Habituellement, vous allez avoir les 2 composantes, mais un des articles disait qu'on pouvait retrouver des formes plus légères avec une seule des 2 composantes, fait qu'un patient pourrait se sentir inconfortable, mais être capable de demeurer assis. C'est fréquemment sous-diagnostiqué, ça diminue l'observance à la médication. Ça peut être mépris pour de l'agitation psychotique. Puis ça, c'est un problème parce que là, vous allez augmenter votre antipsychotique, puis ça aggrave le problème. C'est un facteur de risque indépendant du suicide, d'où l'importance de le reconnaître. Là, ça dit à quel point c'est inconfortable. Le début est aigu ou insidieux, mais c'est quand même assez rapide, là. Ça suit toujours l'augmentation d'un agent bloqueur de dopamine. Moi, les fois où ça m'est arrivé, c'est souvent quand j'essayais d'augmenter mon antipsychotique trop vite. Ça m'est arrivé récemment, là, le patient était un peu agressif, on avait peur pour le personnel, on a essayé d'augmenter trop vite, puis c'est ça, il y a eu de la catie. Le plus souvent, c'est en quelques heures ou jours, mais on dit, que ça peut être un peu plus long, mais c'est avec les formulations de dépôt, là, où là, vous pourriez avoir, une apparition retardée, là, sur des semaines. Puis si ça vous intéresse, je vous ai laissé les facteurs de risque en bas, là, pour vous. Je passe vite sur le diagnostic différentiel. Bon, l'affichage de la vidéo est un peu drôle. Ah, ça se place. Dans le fond, c'est tout ce qui peut amener de l'agitation. Fait que ça peut être difficile. Puis dans ce qui peut amener de l'agitation, il y en a qui amènent de la l'acathisie, comme syndrome d'abus ou de sevrage de substances. Comme dans la vidéo, c'est un sevrage aux benzodiazépines. Tu sais, ça peut donner de l'agitation, mais aussi de la l'acathisie. Sinon, dans les patients que je trouve un grand défi, là, les patients avec errance, là, souvent, moi, je suis plus souvent à l'interne, là, je fais de la liaison, fait que j'essaie d'aller les voir au pic d'action. Tu sais, s'ils ont eu un PRN d'allopéridol, par exemple, j'essaie d'aller les voir 30, 45, 60 minutes après, juste voir s'ils sont plus agités ou s'ils sont questionnables, essayer de voir s'ils sont plus inconfortables. Au niveau des agents en cause, c'est les antipsychotiques dans la très grande majorité des cas, plus les typiques que les atypiques, mais ça a aussi été rapporté avec des antidépresseurs, antiémétiques, sédatifs préopératoires, inhibiteurs calciques, agents antivertigineux aussi. Pour la prise en charge, évidemment, on n'attend pas, il faut soulager ces patients-là. Si c'est possible, on cesse l'agent en cause, sinon on le réduit, sinon on le substitue. On favorise les antipsychotiques typiques aux atypiques. Clozapine, c'est toujours un bon choix pour les symptômes moteurs, si vous pouvez.
Les ISRS augmentent votre risque aussi. J'ai jamais changé pour un tricyclique sur cette base-là, mais ça s'ajoute peut-être à notre réflexion là, s'il y a lieu. 2 antipsychotiques ou plus augmentent 3 fois le risque d'avoir de la cachexie. Fait qu'autant que possible, on essaie d'avoir un seul antipsychotique, ce qui n'est pas toujours évident, surtout si on va avoir une médication au besoin injectable, là, mais en tout cas, ça augmente beaucoup le risque d'avoir 2 antipsychotiques. Dans ce que vous pouvez ajouter, bêta-bloqueur, c'est le traitement qui a l'efficacité la mieux démontrée. J'ai été, très déçue d'apprendre que les benzodiazépines ont une efficacité incertaine. Dans mon esprit, c'était plus efficace que ça, mais non, mais c'est quand même un choix qui fait sens, là. Dans l'article, il disait juste, faut prendre le temps de réévaluer, voir si ça a été efficace ou non. Les anticholinergiques aussi, ça a une efficacité incertaine, mais si vous avez un parkinsonisme associé, ce serait probablement plus efficace dans ces situations-là. Sinon, il y a des données pour les agents qui bloquent les récepteurs 5-HT2A comme la myrtazapine, mais ce sont des données limitées. Dyskinésie tardive maintenant, ce sont des mouvements anormaux, involontaires, irréguliers, répétitifs et sans finalité qui peuvent toucher tous les segments corporels, mais avec les neuroleptiques, l'atteinte prédomine au niveau bucco-facial. Ça survient suite à la prise prolongée d'un médicament aux propriétés dopabloquantes. On dit habituellement plus de 3 mois, mais ça peut être plus rapide avec un cerveau fragile. Par exemple, en démence, moi, j'ai déjà vu ça après quelques semaines. Puis là aussi, pendant que le patient fait l'examen cognitif, c'est un très bon moment pour l'examiner ou pour pointer à votre stagiaire ou regarder, parce que lui, il est concentré sur l'horloge, puis il ne voit pas ce qui se passe autour. Là, je m'excuse, la diapositive est un peu psychédélique, mais c'est pour vous montrer la grande variabilité des dyskinésies. Donc, ce sont des mouvements qui touchent de façon variable les lèvres, la langue, la mâchoire. On peut avoir des mouvements de pincement, mou, rétraction, claquement, succion des lèvres, des mouvements vermiculaires, ça c'est comme les petits verres, là, le mouvement que font les anneaux, léchage, protraction de la langue, mâchonnement, avec ou sans bruxisme. Plusieurs causes de dyskinésie sont possibles, mais votre diagnostic différentiel se situe beaucoup dans l'encadré rouge. Dans le fond, les neuroleptiques vont affecter de façon préférentielle la langue et la bouche, puis toutes les autres causes de dyskinésie affectent beaucoup moins cette région-là. Donc, dans ce qui affecte la langue et la bouche, syndrome du lapin, on n'en a pas parlé tantôt, mais c'est un tremblement des lèvres qui est dû au neuroleptique, fait que ça se traite comme un tremblement au neuroleptique. C'est dose dépendant, vous allez comme un tremblement de repos finalement. La dystonie, c'est plus comme des spasmes, on va voir ça dans la prochaine section. Ensuite, si tu n'as pas de dents, un dentier mal ajusté, une malformation, un trauma du visage ou si tu viens d'avoir une intervention dentaire, tu peux avoir des mouvements répétitifs au niveau de la bouche. Mais ce que j'ai retenu, c'est que si la langue sort de la bouche, c'est de la protrusion, ce n'est pas normal. Puis il ne devrait pas non plus y avoir de mouvement spontané de la langue au repos. Si vous avez ça, c'est des signes très spécifiques qu'on a affaire à une dyskinésie secondaire au neuroleptique. Donc, la morale, c'est qu'il faut examiner la langue de vos patients. Docteur Blanchet, quand je suis en stage de neuro, il n'arrêtait pas de me répéter ça à répétition, la langue, Francesca. Vous avez un exemple sur la photo en haut d'un mouvement de torsion sous méthoclopramide, un antiémétique. Puis là, il est un peu extrême, là, ça peut être plus subtil. Puis dans l'encadré blanc et bleu, vous avez les médicaments en cause, mais ça se répète beaucoup, là, encore une fois, c'est plus les typiques que les atypiques. Il y a les antiémétiques aussi, des médicaments qui ont moins une propension, mais avec qui ça peut arriver quand même, là, comme les anticonvulsivants ou antidépresseurs. La dyskinésie, ça ne se traite pas bien, donc en premier lieu, il faut prévenir. Il faut s'assurer que les antipsychotiques qu'on utilise sont indiqués, faire un suivi, examiner nos patients. Ce qui est recommandé, c'est l'AIMS, qui est une très bonne échelle de dépistage. Ça demande quand même du temps.
je vous dis pas de m'imiter, mais moi, ce que je fais, c'est 3 choses. Je regarde les mouvements anormaux pendant qu'ils font le tracé de l'horloge. Je demande aux patients aussi s'il y a des mouvements dérangeants de la bouche ou de la langue, puis examiner la langue. Ou en tout cas, je vais essayer de le faire plus systématiquement. Ça va faire partie de mes résolutions pour la prochaine année académique. Après, si le patient n'est pas incommodé, que c'est léger, on peut tolérer ça comme ça, mais on va le documenter, puis sachant qu'il y a une fragilité, on va être plus vigilant à ce moment-là. L'étape suivante, c'est de cesser les anticholinergiques, puisqu'il y a une balance acétylcholine-dopamine. Donc, c'est documenté que les anticholinergiques aggravent les dyskinésies tardives. Donc, parfois, juste enlever les agents anticholinergiques va suffire. Puis sinon, comme pour tous les autres troubles du mouvement, on va revoir l'indication, la dose, la classe de la molécule problématique. Je n'ai pas de bons chiffres pour à quel point les dyskinésies tardives restent chroniques. Là, dans le fond, quand vous allez cesser votre antipsychotique ou le diminuer, vous allez avoir une dyskinésie de retrait. Souvent, on se donne comme un 8 semaines après lesquelles on se dit ah, probablement que ça va rester de façon chronique, mais les chiffres de cette sont très variables là, d'un article à l'autre. Encore ici, on le peut, on privilégie la quétiapine ou la clozapine. Sinon, on privilégie les typiques aux atypiques. Dans la bulle ergo-physio, j'ai remplacé ça par dentiste. Il faut traiter les facteurs et les complications bucco-dentaires rapidement, comme l'édentation, malocclusion, parce que ça peut accentuer la dyskinésie. Puis aussi, avec le temps, on peut avoir des changements morphologiques de l'articulation de la mâchoire, ce qui entraîne des douleurs, d'autres problèmes. Il existe des prothèses qu'on peut faire, comme un discret moulage placé bilatéralement entre les molaires ou une plaque occlusale, ce qui peut améliorer la fonction. Donc, on encourage nos patients à aller chez le dentiste, patients qui ont sans doute qui vont peut-être moins que d'autres. Dans ce que vous pouvez ajouter, mais rendu là, je pense qu'on est vraiment rendu dans une consultation en neuro, si votre patient est incommodé. Il y a la tétrabénazine qui est le traitement de choix, mais ça peut donner de la somnolence, syndrome parkinsonien, de la dépression. On a des données sur le lévétiracétam, mais c'est une molécule qui a des effets secondaires psychiatriques. Donc, en tout cas, c'est peut-être moins tentant. Clonazepam serait possiblement efficace, mais ça avait l'air plutôt incertain. B6, ça, c'est vraiment pas clair, mais je comprenais que ça ne coûte pas grand-chose d'être essayé. Les injections de Botox, ça, c'est une option pour certaines localisations très spécifiques. Puis dans les cas plus sévères, stimulation cérébrale profonde en neurochirurgie, mais ça, c'est invasif, là, mais qui peut aider. Il cible le globus pallidus interne. Dystonie en 5 minutes? Oui, j'ai le temps. C'est des spasmes musculaires soutenus, parfois douloureux, réalisant des postures anormales et torsions. Donc, on remarque que c'est pas statique. En fait, typiquement, même, ça fluctue, puis ça va récidiver sur plusieurs heures. Ça peut s'atténuer aussi avec la réassurance. Ça, je fais une parenthèse, j'avais pas le temps d'aborder tous les troubles du mouvement fonctionnels, là, mais la plupart des troubles du mouvement augmentent avec l'anxiété, fait qu'ils peuvent diminuer avec la rassurance, là, fait qu'il faut faire attention à pas trop facilement mettre l'étiquette psychogène. Ça se développe après le début ou l'augmentation rapide de votre dose de médicaments antipsychotiques ou la réduction de médicaments utilisés pour prévenir les symptômes extrapyramidaux. Par exemple, si vous êtes en train de baisser des agents anticholinergiques, ça pourrait survenir. Ça peut survenir quelques minutes suivant l'exposition. 95 débutent en 96 heures, mais ici aussi, on donne jusqu'à 7 jours. Là, on pense qu'avec les formules dépôt, notre délai peut être prolongé. La dystonie, ça peut survenir dans tous les groupes musculaires, mais avec les neuroleptiques, c'est vraiment principalement dans la région de la tête et du cou, ou parfois, mais plus rarement, seulement les mains ou quelques doigts vont être affectés. Les formes sont très variables. Je vous ai mis au centre en haut les formes de torticolis avec toutes les variantes possibles. C'est 30 à peu près qui se présentent avec une forme quelconque de posture anormale du cou. En dessous, vous avez les formes possibles de dystonie oromandibulaire, fait qu'on peut rester pris la bouche ouverte, la bouche fermée, avec une déviation latérale, puis vous pouvez avoir toutes sortes de mouvements antagonistes pour essayer de diminuer l'inconfort. Au niveau des yeux, on peut avoir des blépharospasmes, donc les yeux qui ferment, ou une crise oculogire, donc un regard qui dévie vers une direction, souvent vers le haut.
Puis, comme on le voit dans la vidéo, ça peut être intermittent. Donc, la jeune fille, elle essaie de suivre le doigt avec son regard, mais son regard a tendance à dévier vers le haut. Sinon, vous pouvez aussi avoir dysphagie stridor, ce qui est évidemment encore plus une grande urgence médicale. Il est intéressant de savoir que la dystonie peut donner des tremblements. Au niveau de la tête, contrairement à Estelle qui avait un mouvement très droit, on a toujours au moins une petite angulation dans le tremblement, puis une posture du cou qui n'est pas tout à fait normale. Puis au niveau des mains, on observe un tremblement qui est positionnel, donc qui va changer avec la position. Puis si vous regardez les mains de Didier, surtout la droite, elle a une position particulière en fourchette. Ça peut aussi être un signe, là, c'est comme la main est tendue. Vous pouvez aussi avoir des dystonies visibles à l'activité, mais pas au repos, comme c'est le cas pour la posture dystonique à la marche, qu'on va appeler parfois syndrome de la tour de Pise. Au centre, c'est une photo d'un cas rapporté d'une dame avec maladie d'Alzheimer qui a développé ce syndrome-là avec du donépézil. En bas, vous avez un tableau des médicaments en cause. Ici aussi, on retient que c'est surtout les typiques, mais c'est aussi possible avec les atypiques, antiémétiques, antidépresseurs, anticonvulsivants, puis avec d'autres molécules là, comme lithium, lévodopa, donepezil, mais plus rarement. À droite, dans l'encadré noir, je vous ai mis les facteurs de risque. On retient jeune homme qui a déjà fait une dystonie, puis en plus vient de faire de la cocaïne. C'est lui qui a le plus de chances de faire une dystonie aiguë sur votre garde. Pour la prise en charge, on administre un agent anticholinergique, par exemple, benzotropine, 2 mg IV ou intramusculaire, qui peut être répété après 20 minutes. Il y a d'autres possibilités, là, mais ça, c'en est une. Ou ça peut être un agent antihistaminique comme diphénitramine. On me censurera à l'enregistrement, le Cogentin ou Benadryl. Il y a d'autres options, mais ceux-là sont bonnes. Voilà, chose terminée comme j'ai commencé, sans conclusion. J'ai dû faire quand même plusieurs choix déchirants dans le contenu. J'espère que c'est quand même des choix judicieux, puis que ça a été profitable et je reste disponible pour les questions. Merci beaucoup, Francesca, là, pour l'excellente présentation. C'était vraiment stimulant. Je commencerai par une question qui a été posée dans le chat, puis j'invite les participants à écrire vos questions dans le chat pour la suite. Donc, la première question, c'est quoi faire avec les dyskinésies de retrait? Hmm. Ben, si on a une dyskinésie de retrait, on se dit dans les il y a des chances que ça s'atténue. Là, fait que déjà, moi, j'ai tendance à rassurer le patient à ce niveau-là, l'encourager, lui dire qu'on va surveiller. Mais j'ai vu des situations où c'était tellement incommodant qu'on a comme maintenu l'antipsychotique. Là, je sais pas, c'est un peu controversé. Je pense que ça dépend aussi de quel point le patient est dérangé, puis questionnement sur la qualité de vie. Là, parce que faut calculer que moi, dans ma clientèle, j'ai des patients CHSLD. Ouais. Bref, ça répond pas à 100. Mais rassurer, expliquer aux patients, ça, c'est sûr. Puis sinon, ben, on espère que ça se résorbe en partie. Mais il y a rien qu'on puisse faire, pour empêcher, que ça devienne, chronique, là, à part, enlever nos anticholinergiques, puis notre antipsychotique si on le peut. Super, merci. Je me permets une question. Euh, Par exemple, un patient chez qui on prescrit un antipsychotique, est-ce que ça serait possible pour toi de commenter comment l'examen physique des manifestations, tremblements ou dentés va influencer la gestion de ta dose médicamenteuse? Moi, un peu comme je le disais tantôt, je me fie beaucoup à l'impact fonctionnel. Fait que, tu sais, pour un patient, par exemple, je sais pas, j'en ai un en tête là, qui a une maladie affective bipolaire. C'était difficile de basic les psychotropes, là, mais on a essayé qu'il reste dans sa résidence. Puis pour rester dans sa résidence, il fallait qu'il soit capable de faire ses transferts seul aux toilettes, puis de faire comme quelques pas là, ben, pour se rendre aux toilettes. Fait que ça a été ça mon guide. Là. Fait que j'y vais beaucoup avec l'impact fonctionnel, mais ça varie beaucoup dans le sens que, plus ça fait longtemps, là, c'est quand j'étais résidente, mais tu sais, j'ai déjà vu un patient qui faisait du ski, puis ça l'incommodait, ses symptômes extrapyramidaux, fait qu'on s'ajuste avec ça, là, fait que beaucoup
Ouais, l'impact social fonctionnel. Après, il y a des gens chez qui, ça devient, difficile, là, tu sais. Il y a des patients chez qui on n'a pas beaucoup d'options, puis malheureusement, il y a un impact, là, on n'arrive pas à je sais pas, à épargner tous les patients de ça. Super, merci beaucoup. Prochaine question. Ça sera pas long. Est-ce que les clignements des yeux répétitifs isolés peuvent être de la dyskinésie tardive? Ah, c'est tellement une bonne question. J'aurais plus tendance à penser aux tics, là, rapidement comme ça. Hem, je pourrais soumettre la question à mes collègues en neuro, mais j'ai vraiment retenu, en tout cas de ce qui m'a été dit verbalement par les neurologues, que, vraiment de façon très préférentielle, ça affecte la bouche et la langue. Fait que s'il y a rien au niveau de la bouche et la langue, je sais pas, je penserais peut-être plus à des tics, mais après tout se peut, hein. Ouais. Super, merci. Est-ce que c'est possible de résumer les différents troubles de mouvement possibles avec le lithium? Ouais. Ben, le plus fréquent, c'est sûr, ça va être des tremblements posturales. Souvent, il y a des petites myoclonies surajoutées qui ne sont pas nécessairement visibles. Ça, c'est dose dépendant, fait que plus votre concentration est élevée, plus vous allez avoir des tremblements. Il peut y avoir, de l'intoxication aiguë, donc qui là, va souvent venir, tu sais, avec des diarrhées, tableaux de confusion, des symptômes cérébelleux, fait qu'ataxie, une, une ataxie, oui, au doigt de nez. Pourriez avoir des nystagmus aussi, puis des trucs plus, neuro, là, on va dire, en intoxication aiguë. Vous savez, les tableaux d'intoxication chronique où là, on a plus des syndromes parkinsoniens, ralentissement cognitif. Mais tout ça est mélangé dans le sens qu'un patient qui est maintenu à des doses, à des concentrations élevées, mettons, sur plusieurs années, il va être puis qui est en intoxication chronique, va être aussi à risque d'intoxication aiguë. Fait que, tu sais, on retrouve des tableaux, c'est pas rare, là, de voir des intoxications aiguës et surchroniques avec un mélange de tous ces symptômes-là. De l'expérience avec la vitamine E en dyskinésie tardive? J'en ai pas. Je l'ai vu mentionné, mais moi, j'ai jamais, en fait, c'est fou, mais j'ai jamais essayé de traiter la dyskinésie tardive. Ben, j'ai vu un patient sous tétrabénazine, mais qui avait déjà été instauré, fait que non, je pourrais pas vous mais ça a pas beaucoup d'effets secondaires, tu sais, Parfait. J'essaie de garder le fil, il y a beaucoup de questions OK. dans le chat. C'est quoi le traitement de la dystonie tardive? Wow! Je ne sais pas. C'est sûr qu'il faut référer ces patients-là en neuro. De mémoire, parce que dans le fond, moi, j'ai fait un mois en trouble du mouvement, là, et je me rappelle avoir vu un patient qui avait de la dystonie, qui a eu des injections, de toxines botulinques, là, pour, relaxer certains muscles, mais ils ont peut-être d'autres traitements, je ne sais pas. Mais je référais ces patients-là en neuro. Est-ce que les myoclonies dues à la clozapine peuvent être intermittentes ou occasionnelles, de sorte qu'on ne les observe pas lors du rendez-vous? J'aurais tendance à croire que oui. Pourquoi? Je sais pas. C'est juste intuitif. C'est un peu comme parce que moi, je perçois ça comme un seuil convulsif, plus bas, on va dire. Fait que, tu sais, comme quelqu'un peut convulser, je puis que c'est intermittent, je me dirais que les myoclonies doivent l'être aussi, là, mais j'ai pas lu ça quelque part, là. C'est plus une réponse, intuitive. Mis à part l'absence d'augmentation de résistance avec la technique de Froment, est-ce qu'il y a des conseils pour aider à reconnaître la paratonie? À la description de la paratonie, j'aurais principalement peur de ne pas avoir réussi mon examen physique ou avoir un patient peu collaborant à l'examen. C'est difficile, peux-tu me répéter le début de la question, s'il te plaît?
Non, c'est bien correct. Mis à part l'absence Mm. d'augmentation de la résistance avec la technique de Froment, est-ce qu'il y a des conseils pour OK. aider à reconnaître la paratonie? Hem, Très, très souvent, mais c'est comme une absence de relaxation du bras, mais je vous avoue que moi, il y a des situations où je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. Tu sais, j'ai vu des patients qui ont de la misère à se relaxer, là, fait que ça, c'est difficile à distinguer, mais très, très souvent, on lâche le bras, il va rester dans les airs, là, oui, comme le patient le maintient. Des fois, ça aide un petit peu s'il est debout. Je sais pas pourquoi, là, mais en tout cas, puis de laisser tomber le bras. Ensuite, il y a la manœuvre de frottement. Quoi d'autre? Il y a le reste de l'examen extrapyramidal. Il y a des patients pour qui, je sais pas, c'est juste difficile de relaxer. Puis en prenant le temps, tu sais, des fois, j'ai comme une petite fenêtre là, où j'ai l'impression qu'il a bien relaxé son bras, là, mais c'est ça, il y a des patients pour qui ça reste difficile. Puis sinon, ben, il y a les différentes articulations. Tu sais, on peut faire le tonus dans toutes les articulations, le poignet, vous pourriez aussi les faire au niveau de la jambe, de la cheville, même si on ne le fait pas beaucoup, là. Puis souvent en paratonie, il y a une inégalité entre les articulations. Hem, Puis après, mais ça, c'est pas documenté nulle part dans les livres, mais c'est ça, il y a des patients qui ont de la misère à relaxer, fait qu'on a de la misère à les examiner. Ouais. Prochaine question. Le lithium cause-t-il plus souvent un tremblement de posture que de repos? Heu, oui, mais j'en vois quand même des tremblements de repos là, sous lithium, surtout avec l'usage chronique. Il y a les 2, mais puis vous pouvez avoir les 2, mais postural est plus souvent décrit, ouais. Euh, On avait la notion que les symptômes extrapyramidaux témoignent d'un blocage trop élevé de la dopamine. On le valide également avec le dosage de la prolactine. Le faites-vous? Non. Je je devrais peut-être, je sais pas. J'ose pas, non, j'ai pas tendance à le faire. Est-ce que c'est possible d'expliquer pourquoi? Heu, je sais pas. Dans le fond, la personne se demande si, Si on fait le dosage de prolactine. ouais, je devrais probablement là, mais c'est juste j'ai pas tendance à le faire probablement parce que j'ai une clientèle âgée puis que je fais de l'agisme. Parce que, tu sais, je me dis les risques, c'est beaucoup d'ostéoporose dans je sais pas combien d'années, là, fait que c'est juste pour ça que je sais pas, je le fais pas. Mais peut-être qu'il faut le faire, là. Je suis pas en train de vous recommander de pas le faire. Il faut probablement le faire. Fait. Euh, Comment on doit interpréter les tremblements de repos qui apparaissent 10-15 ans après le début d'antipsychotiques? Les neurologues nous disent souvent que c'est à cause des médicaments, mais ça ne semble pas de la dyskinésie tardive. Je sais pas si la question, c'est si le patient est toujours sur son antipsychotique, parce que dans le fond, avec le temps, le cerveau se fragilise. Les personnes âgées, ils ont plus de propension aux symptômes extrapyramidaux. Fait qu'on en voit des patients que c'est ça apparaît après plusieurs années. Puis une des explications qui plaît à mon esprit, c'est que, tu sais, il y a aussi, tu sais, le cerveau vieillit, devient plus vasculaire aussi, donc plus fragile à ça. Hem, je sais pas si la question en dessous, c'est est-ce qu'il y a une maladie de Parkinson ou quelque chose comme ça? Ben là, on va voir, tu sais, avec la chronologie, si on a des signes de prodrome ou quelque chose, de plus. Hem Puis sinon, ben, parce que il y avait aussi dans la question, des tremblements tardifs, mais ça, c'est quand on n'a plus d'antipsychotiques. Mettons qu'on sève puis qu'on resterait avec des tremblements, là, on aurait des tremblements tardifs. Ça, c'est décrit dans la littérature. Hem, mais si on a encore notre molécule, ben, c'est dû à la molécule. Des fois, on peut voir si on est capable de baisser un peu. Là, habituellement, c'est dose dépendant. Malheureusement, le temps avance, fait qu'on va garder une dernière question. Vos commentaires sur les jambes sans repos et le bruxisme secondaire aux antidépresseurs et autres psychotropes. Les antidépresseurs.
cause des syndromes des jambes sans repos, ça c'est sûr. Puis il me semble que je le vois souvent en clinique. Bruxisme, j'avoue que j'ai pas lu beaucoup là-dessus, mais j'ai comme un vague souvenir que ça peut être associé, je sais pas. Mais antidépresseurs, ça, on le voit quand même assez souvent. Puis de mémoire, il me semble que c'est pire avec les SARS, là, la dernière fois que je me suis penchée sur la question. Ouais. Super. Fait un énorme merci, Dr. Chalifou. Merci à tout le monde d'avoir participé. N'oubliez pas de remplir l'évaluation qui va vous donner accès là, au certificat de participation. Puis donnez-nous vos commentaires, vos suggestions aussi pour les futures conférences. Merci.